Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu Eric Dénecé sur c'est Denecé. Il me dit toujours c'est pas Dénecé, c'est Denecé. Et c'est parce était savoyard, t'es pas du Nord. Non, je suis Et breton, je suis breton. ouf, c'est pire. Voilà, bref, allez. Et je vais encore me faire engueuler par Hector qui me dit qu'est-ce que vous avez contre les Bretons. Et donc ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé et je me suis dit mais tiens, ce qui se passe au Liban avec ces deux vagues d'explosion de pagers, donc de petits appareils que les chirurgiens avaient quand j'étais petit, avant le téléphone portable. Et ils avaient ça pour dire il y a une urgence, revenez à l'hôpital ou appelez-nous tout de suite parce qu'on a besoin de vous. Donc ces petits appareils que les plus jeunes générations ne connaissent pas ont explosé. Ça a fait, paraît-il, plusieurs morts, peut-être même plusieurs dizaines de morts, plus de 2000 blessés, dit-on, dans les rangs du Hezbollah. Et je voulais que Eric Denessé nous en parle et nous donne son point de vue sur cette affaire qui est bien ténébreuse pour l'instant. Alors, déjà sur le plan du renseignement, pour l'ancien que je suis, c'est du grand art. Je ne porte pas de jugement sur la moralité, on en aura l'occasion d'en parler, mais techniquement, c'est une très très belle opération dont tous les services rêvent et qui restera dans les annales. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui s'est passé? Parce que ça Alors, n'a pas été forcément voilà. clair pour tout le monde. Alors, pour reprendre un petit peu dans un ordre chronologique, il faut déjà expliquer à quoi servent les pagers. Alors, pour bien le dire en français, ce sont des téléavertisseurs, comme nous l'expliquent nos amis canadiens et libanais qui utilisent ce mot très joli. Ces pagers sont utilisés par le Hezbollah depuis quelques temps, depuis quelques années, parce on n'arrive pas à localiser le titulaire du pager à la différence du téléphone portable. Donc, un téléphone portable, vous vous déplacez, on sait en permanence où vous êtes. Et donc, pour améliorer la sécurité de leurs hommes, les gens du Hezbollah ont décidé de les équiper de pagers ou de talkie-walkie pour l'attaque qui a eu lieu hier. Alors donc, ce qu'il faut redire, c'est que c'est une décision récente pour échapper à la surveillance Voilà, alors numérique des Israéliens. et c'est récente, elle a quand même 2 ans. Il faut savoir que les pagers sont toujours comment dire, utilisés partout dans le monde, et notamment en France, puisque tous nos grands groupes d'intervention, comme le RAID, le GIGN et les pompiers, en sont équipés, parce que ça permet d'alerter les gens, même quand le réseau téléphonique est saturé. Voilà, donc ce n'est pas qu'une spécificité du Hezbollah, et ce sont des choses qu'on va trouver encore beaucoup y compris dans nos pays, mais pas uniquement en France. Cet appareil en particulier est un appareil, je dirais, de conception américaine qui est fabriqué à Taïwan. Il se trouve que cet appareil fabriqué à Taïwan a été sous-traité à une société hongroise qui a réalisé le lot, en tout cas une partie des pagers dont disposait le Hezbollah. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est là face à une opération qui a été prévue depuis plusieurs années et réalisée depuis plusieurs mois, si ce n'est un peu plus. Pourquoi? Parce que ça veut déjà dire qu'il faut que les Israéliens, par le biais du Mossad, aient eu connaissance par des agents infiltrés du type d'appareil et de communication qu'utilisait le Hezbollah. Donc, on a à la base du renseignement humain qui remonte à quelque temps. En plus, ce renseignement humain devait identifier l'endroit à qui le Hezbollah passait commande, donc les entreprises concernées, le type d'appareil utilisé. Et voilà, tout ça a été la première étape de l'opération. Et très probablement, il y a quelque temps, les Israéliens ont commencé à travailler pour voir. Ils ont donc acheté des pagers de ce type-là pour voir comment ils pouvaient les démonter, les piéger. Voilà. Donc tout ça, ça prend du temps. Dans un deuxième temps, il y a eu un gros travail de l'unité 8200, qui est l'unité d'interception des communications israéliennes, qui de son côté a dû identifier tous les numéros de pagers, enfin tous les identifiants des pagers, pour être sûr que le jour où elle lancerait une attaque, elle touche tous les leaders du Hezbollah. Donc il y a eu un travail d'interception, de cartographie, de reconstitution de l'organigramme très important, plus derrière ça, une étude technique en partenariat donc avec les gens du Mossad pour savoir comment on pouvait faire exploser ces appareils à distance. Donc tout ça a été prévu. Sans les truquer, Si, si, en les truquant. Donc tout ça a mais été. en les dotant d'une charge interne Alors, ou voilà, ce que l'on sait a priori, c'est que, après je vais venir dans l'ordre, on ne sait pas à quel endroit ces appareils ont été piégés. Est-ce qu'ils ont été piégés dans l'usine en Hongrie, ce qui veut dire qu'il y aurait une complicité ou en tout cas, je dirais, une infiltration de nuit dans les locaux, ou est-ce qu'ils ont été piégés à partir du moment où ils sont partis
ils ont été envoyés au Hezbollah. Ça, je suis incapable de le dire. Il y a une troisième hypothèse que je n'écarte pas totalement. Quand on regarde cette société consulting qui a fabriqué sous licence les pagers, je n'écarte pas qu'elle n'ait été créée en partie ou toute pièce par les Israéliens parce que c'est une société qui est extrêmement trouble, sur laquelle on trouve très peu de choses. Ce qui fait que l'opération sera encore plus extraordinaire. Donc, c'est ce que semblait dire la presse libanaise ce matin. On aurait créé une entreprise vitrine pour infiltrer. Voilà, ce qui serait malheureusement logique. Ensuite, il semble bien qu'ils aient ouvert ces pagers, qu'ils aient diminué la taille de la pile qui permet l'alimentation, et qu'ils aient remplacé et qu'ils y aient mis de l'explosif, a priori du PETN. Je sais ce que c'est, mais ne me demandez pas les initiales. Certains parlent de HMX, je pense plutôt que c'est du PETN. Et d'autres sources disent qu'il y aurait des petites billes, j'y crois beaucoup moins. Mais ça veut dire que c'est aussi un travail énorme parce que il a fallu ouvrir des milliers de pagers, notamment le dernier stock d'un millier de pagers qui, a priori, seraient parvenus au Hezbollah il y a 5 mois, mais il y a plus de 1000 pagers qui ont explosé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu d'autres opérations de piégeage. Sur le plan technique, il semble bien qu'ils aient remplacé une partie, qu'ils aient mis du PETN, et le PETN, sur un plan chimique, a presque le même profil. Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour vous expliquer, mais à peu près le même profil que le lithium. Ce qui fait que même quand on ouvre le pager, on ne détecte pas qu'il y a du PN dedans, si tant est que les gens du Hezbollah aient fait des vérifications. Donc une fois que ça a été fait, qu'ils ont envoyé que ces pagers ont été livrés, par le signal électronique qu'ont envoyé les Israéliens, ça a fait surchauffer la batterie qui a déclenché l'explosion du PTN. Alors, ce qui est très pervers, mais redoutablement efficace, c'est qu'on sait que les Israéliens ont d'abord envoyé un bip très long, beaucoup plus long que d'habitude, ce qui a amené tous les titulaires de pager qui devaient avoir le pager à la ceinture, sur une table basse, sur la table de nuit, à prendre l'appareil, à le porter devant leurs yeux pour lire le message. Et c'est à ce moment-là, quelques secondes plus tard, que les Israéliens déclenchent l'explosion. Alors, ça explique le nombre de morts, mais surtout le nombre de personnes blessées qui sont aveugles. C'est le cas de l'ambassadeur d'Iran qui a été touché. C'est le cas de beaucoup de blessés. Après, bien sûr, il semblerait qu'il y aurait une douzaine de tués. Les chiffres vont de 2800 à 4000 blessés. C'est impossible d'en savoir plus aujourd'hui. A priori, 2 innocents. Mais voilà, on est sur une opération. C'est colossal. C'est colossal. C'est pour ça que, encore une fois, sans juger de la moralité, qui est un acte d'agression, de guerre caractéristique, c'est une opération extraordinaire. Il y a une hypothèse qui tente à dire que les Israéliens craignaient que les gens du Hezbollah aient découvert le piégeage des appareils et qu'ils aient déclenché l'opération à ce moment-là. J'ai beaucoup de mal à y croire. Peut-être est-ce vrai, mais je ne, comment dire, j'opte plus pour d'autres motivations. Dans la pratique, il y a même eu, si je ne m'abuse, 2 vagues d'explosions. Alors, effectivement, ça, c'est les premières explosions du 17 qui concernaient les pagers. Et le lendemain, les Israéliens ont fait sauter un certain nombre d'émetteurs-récepteurs, de talkie-walkie fabriqués par la société ICOM au Japon, sur le même principe. Là aussi, un certain nombre de morts et de blessés. On n'a pas encore les chiffres exacts. Et là, je pense que les Israéliens, pour le coup, sur cette deuxième attaque, l'ont fait parce qu'ils se doutaient que les gens du Hezbollah allaient vérifier la totalité de leurs moyens de communication. Et donc, ils ont finalement fait sauter ces talkie-walkie avant que ce soit découvert. Autant je ne crois pas à cette hypothèse sur la première attaque, autant elle est plus que plausible sur la seconde. Est-ce que, en termes militaires, en termes d'impact dans le rapport des forces entre le Hezbollah et Israël, cette opération d'explosion à distance a un impact profond? Est-ce que ça affaiblit le Hezbollah? Alors probablement, on ne connaît pas l'identité de tous les membres dirigeants du Hezbollah qui ont été tués ou blessés par cette opération. On ne connaît pas parmi ceux qui sont blessés quel est le niveau de blessure. Est-ce que le beeper a explosé à la hanche? Est-ce qu'ils étaient prêts ou pas près du beeper? Donc, on a beaucoup de mal aujourd'hui à mesurer cela. Ça portera bien sûr préjudice au Hezbollah, mais je pense que finalement, l'effet pour les Israéliens n'est pas aussi important qu'on le pense. C'est-à-dire qu'une action de cette nature, elle a un sens si vous déclenchez cette série d'explosifs 24 heures avant de lancer une offensive.
ou 48 heures, parce que le mouvement est totalement désorganisé, les leaders, les systèmes de communication sont neutralisés, ils n'osent plus utiliser ni les téléphones, ni les talkie-walkie, ni les pagers, ce sont les enterrements, donc ce serait idéal pour Israël de lancer une offensive juste après. Mais je ne pense pas que ce soit ce qui soit prévu. Je crois plutôt au contraire que c'est une énorme provocation de la part de l'État hébreu pour pousser le Hezbollah à déclencher une offensive massive et permettre à Israël finalement de déclencher à son tour une grande opération en n'apparaissant pas comme l'agresseur et en essayant par ce biais-là d'obtenir tout le soutien de l'Occident dans sa lutte contre le mouvement chiite libanais. Voilà, à mon sens, c'est beaucoup plus une opération pour provoquer une réaction et permettre à Israël d'attaquer. Je rappelle que Benjamin Netanyahou, ces derniers jours, a rappelé qu'il fallait que les populations du Nord rentrent chez elles, qu'elles ne soient pas en permanence sous les bombardements du Hezbollah. Un de ses ministres, je crois que c'est toujours Ben Gvir, a demandé à ce que des opérations soient déclenchées contre le Hezbollah. Et vu le soutien de plus en plus faible qu'apportent les Occidentaux à l'État hébreu, je crois que c'est important pour eux de ne pas apparaître l'agresseur dans une opération et qu'ils ont fait ça à la fois pour affaiblir le Hezbollah, mais pour le pousser finalement à attaquer. Alors, justement, un certain nombre de rumeurs, néanmoins, affirment que une opération d'Israël contre le Hezbollah est imminente. Alors, pour les raisons que tu as dites, notamment, c'est que ça fait plusieurs semaines maintenant que et Netanyahou et son environnement politique appellent à des actions contre le Hezbollah. Donc, toi, tu nous dis que tu ne crois pas à une action anticipée d'Israël, par exemple ce week-end contre le Hezbollah. Alors, j'ai tendance à dire que je pense que l'opération va avoir lieu, mais j'ai tendance à dire que les Israéliens attendent une agression du Hezbollah pour riposter. Si effectivement elle n'intervenait pas sous 2 ou 3 jours, là, les Israéliens pourraient se dire on n'attend pas plus longtemps et on y va. Mais je pense que la finalité de l'opération, c'était organiser une provocation pour apparaître comme l'agresseur. Je fais d'ailleurs un parallèle, c'est ce qui se passe avec l'Iran depuis plusieurs semaines. Hein, les Israéliens ont systématiquement frappé un ambassadeur, ils avaient attaqué le consulat à Damas. Le but est une nouvelle fois de faire en sorte que les Iraniens soient les agresseurs. Rappelons qu'il y a plus de la moitié de l'US Navy qui est aujourd'hui dans le Golfe Persique, prête à riposter contre l'Iran. Et on se retrouve finalement dans une situation comparable à celle de l'Ukraine en février 2022, c'est-à-dire que les Américains et les Ukrainiens d'un côté, les Américains et les Israéliens de l'autre, cherchent par tous les moyens à pousser l'adversaire à la faute pour le décrédibiliser. Ça a été le cas avec l'invasion russe de février 2022 qui a été largement provoquée, et ils essaient de faire la même chose avec l'Iran. Or, les discussions qu'on a avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord en Israël avec cette politique-là, mais aussi avec nos contacts iraniens avec qui on échange, nous disent nous essayons de tout faire pour ne pas tomber dans ce piège. Parce que si nous tombons dans ce piège, on sait que c'est l'embrasement du Moyen-Orient. En même temps, je ne pense pas que ce sera une guerre facile pour aucun des deux camps, et surtout pas pour les Occidentaux. Mais voilà, on est, à mon sens, dans une manœuvre de ce type-là. Essayer de rester dans le camp du bien en disant que Israéliens et Américains ont riposté à une attaque ou iranienne ou du Hezbollah, et voilà, et non pas apparaître comme les agresseurs, vu l'échec global de l'opération conduite contre le Hamas à Gaza. Sur tous ces points, il y a quand même eu quelque chose qui me pose question, c'est-à-dire que dans la partie de bluff dont on voit qu'elle se joue tous les jours entre Israël d'un côté avec les États-Unis et face à eux l'axe de la résistance que les Américains aiment bien appeler l'axe du mal, on ne sait pas qui est le plus fort. Et il y a un mythe qui s'est créé d'armes notamment secrètes de l'Iran, du Hezbollah, d'une capacité de frappe du Hezbollah, de l'Iran, avec notamment les alliés yéménites. Et puis finalement, on ne voit rien venir. Alors, est-ce que, au fond, on surestime aujourd'hui la capacité de frappe, la force de frappe des chiites, pour aller vite, du Hezbollah, des Iraniens, ou est-ce que c'est un jeu de patience et le pire peut arriver? Non, moi je pense que c'est un jeu de patience de la part des Iraniens. Souvenons-nous, lorsqu'ils ont riposté il y a quelques semaines à une première attaque israélienne, ils avaient prévenu quasiment tout le monde 48 heures avant, en suspendant les vols, en envoyant des drones qui volaient à 300 km/h. Donc tout ça a été très prévisible, et cette attaque a été
quasiment sans effet, mais ça leur a permis de sauver la face. Lorsque le Hezbollah a riposté il y a une douzaine de jours, ils avaient aussi passé un certain nombre de coups de téléphone à tout le monde pour, bien sûr pas à leurs adversaires, mais à leurs amis, pour prévenir de l'attaque, sachant que ce serait intercepté. Donc, il y a, aussi curieux que ça puisse paraître, il y a chez ces gens que l'on qualifie dans le monde occidental d'État voyou ou de groupe terroriste, une mesure, en tout cas une pondération qui est assez étonnante, leur but n'étant pas de tomber dans le piège. Maintenant, si un conflit se déclenchait, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, à part l'arme nucléaire, il faut dire qu'il n'y a pas d'arme magique. Les Israéliens disposent d'armes nucléaires, les Iraniens ne l'ont pas a priori. Ces deux pays-là sont dans la capacité de se détruire l'un l'autre par des moyens conventionnels. Ce ne sont pas quelques frappes de missiles balistiques ou des raids aériens qui mettront Israël à genoux ou qui mettront l'Iran à genoux. Et en plus, ils n'ont pas de frontières communes. Alors bien sûr, si les alliés rentrent en jeu, on va avoir une conflagration plus importante puisque les Américains bombarderont à la fois l'Iran, les Houthis, probablement ce qui se passe en Syrie et en Irak, mais en même temps, tous ces groupes-là, Houthis, les chiites irakiens, les éléments syriens, frapperont Israël. Donc ce sera quand même déjà beaucoup plus compliqué. Et ce qui ressort de l'analyse militaire, c'est qu'il n'y aura pas de victoire facile. Déjà, probablement pas de victoire pour le camp, entre guillemets, du mal ou de la résistance selon on situe, mais les Occidentaux n'auront pas une domination. On a de forts soupçons sur le fait que le pont d'un porte-avions américain ait été touché par un missile Houthi et qu'il ait quitté la zone pour cette raison. Les Américains ont fait en sorte qu'il n'y ait aucune image qui circule, mais la rotation du porte-avions suite à cette frappe de missile a été beaucoup plus rapide que prévu. Donc, on voit au Pentagone et aux États-Unis finalement deux écoles. Une première école, celle des néoconservateurs, qui sont très pro-israéliens, très anti-Iran, se dire il faut qu'on profite de cette occasion pour taper sur l'Iran. D'autres au Pentagone disent c'est quand même très embêtant parce qu'on risque de perdre du monde et surtout on risque de perdre du monde et des bateaux alors que les tensions avec la Chine sont de plus en plus présentes et donc voilà, si on met une grande partie de nos moyens et qu'on en perd, on risque de se retrouver assez déshabillé face à la Chine dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc il y a tout un débat autour de cela et c'est finalement Netanyahou qui emmène tout le monde à la guerre par sa politique totalement belliciste et de monter aux extrêmes. Concrètement, tu crois que cette guerre va arriver ou pas? Quel est le pourcentage de risque que tu mets d'un côté et de l'autre? Je vais donner un pourcentage qui ne vaut rien en tant que tel, mais je dirais que malheureusement, on a passé la barre des 50%. Donc le risque de guerre est plus important que le risque de non-guerre. La monnaie est sur la tranche, mais elle risque de tomber. Pourquoi? Parce que on dit depuis maintenant plus de 6 mois que Netanyahou, bien sûr, a déclenché l'opération à Gaza parce qu'il sait que en cas de paix, sa situation personnelle serait très, très négative, il serait poursuivi en justice. D'ailleurs, on voit les manifestations se multiplier en Israël. Mais il y a un second élément qu'on oublie. C'est que même si beaucoup de combattants terroristes du Hamas ont été éliminés, chaque frappe israélienne crée de nouveau un terroriste de plus et ça n'a pas été un succès autant qu'on le croit de la part des Israéliens, même s'ils profitent aujourd'hui pour essayer de faire la même chose en Cisjordanie, ils commencent à se rendre compte de deux choses. Que s'ils ne sont pas agressés parce que les Occidentaux appellent les pays de l'axe du mal, eh bien, ils vont définitivement perdre tout soutien dans le monde occidental par l'émotion que crée la véritable épuration ethnique qu'ils font à Gaza. Et donc, l'intérêt finalement de Netanyahou et de son entourage, c'est d'essayer de rentrer dans la montée aux extrêmes, de faire en sorte que l'État hébreu soit agressé, que son existence même soit remise en cause, pour retrouver un soutien politique, moral et matériel de l'Occident. Et le deuxième point, c'est que les Israéliens commencent à se rendre compte que s'il n'y a pas d'attaque iranienne, s'il n'y a pas d'attaque du Hezbollah, ben ils vont rentrer dans une longue guerre d'attrition. Et cette longue guerre d'attrition, couplée avec un divorce de plus en plus marqué avec les pays occidentaux, se retournera là aussi contre eux parce qu'ils auront beaucoup de mal à tenir la distance. Alors encore une fois, on parle là de cette politique irresponsable de Netanyahou. Je pense qu'en tant qu'Occidentaux, la défense et l'existence de l'État hébreu est quelque chose qui est dans notre histoire. Mais c'est cette dérive tout à fait ahurissante du Premier ministre israélien qui met tout le monde en danger, y compris bien sûr le peuple israélien, mais comme le peuple palestinien est victime de sa politique. Alors, je peux évidemment pas conclure cet entretien sans te poser la question que tout le monde a en tête, l'impact
ces présidentielles américaines complexes, disputées, incertaines, c'est quoi? Est-ce que Netanyahou se dit tout ce qui sera pris avant les présidentielles américaines ne sera plus à prendre, et donc j'ai intérêt à aller le plus loin possible avant le 4 novembre? Alors, sur ce point-là, j'ai du mal à le dire parce que, bien sûr, si Trump est élu, il y aura un soutien sans, comment dire, sans conteste à l'État hébreu. Si c'est Kamala Harris, c'est plus difficile à déterminer. Kamala Harris elle-même est beaucoup plus pro-palestinienne que pro-israélienne. Seulement, vu que Liz Cheney, donc la fille de Dick Cheney, les néoconservateurs républicains d'extrême droite les plus radicaux ont rejoint, ont soutenu sa candidature, elle aura du mal à faire une politique qui ne soit pas celle qui est actuellement suivie par les États-Unis. Donc globalement, je pense que la classe politique américaine restera dans l'attitude qui est la sienne. Pourtant, l'extrême gauche du Parti démocrate est de plus en plus pro-palestinienne. On a vu les manifestations à Chicago pendant la convention démocrate qui étaient extrêmement virulentes. On sait aussi qu'il y a de plus en plus d'émissions de recteurs d'université avant la rentrée parce qu'ils craignent tous des mouvements majeurs sur les campus. Certains de nos contacts américains nous disent on s'attend à des manifestations comme celle de la guerre du Vietnam. Alors, ce sont des prévisions que je ne peux pas nécessairement valider, mais il y a voilà, on se disait avant le ralliement de Liz Cheney à la candidature de Kamala Harris, on se disait effectivement si elle est élue, elle pourrait avoir une politique beaucoup plus distante vis-à-vis d'Israël, mais vu les soutiens qui sont maintenant derrière elle, je crois que ça ne changera pas grand-chose. Bon, écoute, Eric, ce que je te propose, c'est que on reprenne le fil de nos discussions et que je ne te laisse pas dans la nature plusieurs semaines comme j'ai fait, mais on a eu un printemps chargé, comme tu sais. Et Voilà. comment? Ça a été les vacances. Il y a eu les vacances, il y a eu les élections, les campagnes électorales, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'occupations, et qu'on suive ça, puisque de toute façon, les élections américaines sont un horizon qu'on ne peut pas ignorer, et on en reparle très prochainement. Merci.